Choc et effroi. D'où cela vient-il? Cela vient de l'un des plus grands désastres pour l'Amérique, appelé la guerre du Vietnam. Ainsi, de 1965 à 1973, il y a eu une guerre civile au Vietnam entre le Nord-Vietnam, qui était communiste, et le Sud-Vietnam, qui était essentiellement un État fantoche contrôlé par les États-Unis. Et l'Amérique a envoyé des soldats de 1965 à 1973 pour protéger le Sud-Vietnam des insurgés et des rebelles. Et au plus fort de cette guerre, 3 millions de soldats américains ont dû être déployés. Des soldats ont dû être déployés. Et au sommet, en 1969, 500 000 soldats américains étaient présents dans le pays pour combattre les rebelles et les insurgés. Des soldats américains étaient dans le pays pour lutter contre les rebelles et les insurgés. 58 000 soldats américains sont morts dans cette guerre. 3 millions, au moins 3 millions de Vietnamiens sont morts dans cette guerre. 2 millions d'entre eux étaient des civils innocents. Au total, plus de 300 000 vaillants soldats américains ont été grièvement blessés lors des affrontements. Ils sont rentrés chez eux sans jambes, sans bras, et ils étaient traumatisés. Et cette guerre était extrêmement controversée en Amérique parce qu'ils essayaient de la mener en utilisant la doctrine militaire standard, c'est-à-dire des forces de masse, n'est-ce pas? Alors, ils ont instauré ce qu'on appelle la conscription. Donc, si vous étiez un jeune Américain, vous deviez aller vous battre dans cette guerre au Vietnam. Mais vous ne saviez pas pourquoi vous deviez aller vous battre dans cette guerre. Et il y avait de fortes chances que vous mouriez ou que vous perdiez un membre dans cette guerre. Donc, elle est devenue extrêmement impopulaire en Amérique. L'autre chose, c'est qu'il y avait beaucoup de journalistes au Vietnam à cette époque. Et ils rapportaient comment l'Amérique tuait des Vietnamiens sans raison. L'histoire la plus célèbre est celle du massacre de My Lai, où des soldats américains sont entrés dans un village vietnamien et ont tué tout le monde. D'accord? 300 personnes, 400 personnes. D'accord? Et cela arrivait en fait assez souvent. Donc, il y avait une large diffusion. Pour répandre la colère et la protestation en Amérique à cette époque, ce qui a finalement forcé l'Amérique à se retirer en 1973 et les États-Unis. L'armée était très en colère à propos de cette guerre. Parce que le problème avec les généraux, c'est qu'ils n'aiment pas perdre les guerres. Quand ils font la guerre, ils veulent gagner à tout prix. Et ils avaient le sentiment d'avoir été trahis par le pays. Ils se battaient durement pour maintenir l'Empire américain, pour lutter contre le communisme, et cela apportait richesse, pouvoir et prestige à l'Amérique. Mais le peuple américain, les politiciens américains, la démocratie américaine, la République ont refusé de faire les sacrifices nécessaires pour maintenir cet empire. Ainsi, de nombreux généraux américains se sont sentis trahis par ce qui s'est passé au Vietnam. Il y a maintenant un incident très célèbre pendant cette guerre appelé les Pentagon Papers en 1971. En 1971, un groupe d'analystes américains, des analystes militaires travaillant dans l'armée, se sont réunis discrètement et ont tenté de rédiger une histoire secrète de la guerre du Vietnam. C'est ce qu'on a appelé les Pentagon Papers. Cela devait rester classifié. Ce n'était pas destiné à être lu par le public. Mais l'un d'entre eux, Daniel Ellsberg, l'a divulgué à la presse, au Washington Post et au New York Times. Et ils l'ont publié. Et les gens ont été en colère à cause des Pentagon Papers parce que ce que révélaient ces documents, c'était, premièrement, l'Amérique menait secrètement cette guerre depuis longtemps. D'accord? Donc, de nombreux présidents, y compris Eisenhower, Kennedy et Lyndon Johnson, étendaient cette guerre sans l'approbation du public, sans l'approbation du Congrès. D'accord? Il y avait donc beaucoup de tromperies. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les politiciens, les présidents savaient que cette guerre était impossible à gagner. On ne pouvait pas gagner cette guerre. D'accord? Et la raison, c'est que ces paysans vietnamiens, ils étaient imbattables. Parce que ce qu'ils faisaient, c'était de creuser des tunnels sous terre.
Et puis, quand les soldats américains arrivaient, ils sortaient soudainement de ces tunnels, leur tiraient dessus, puis disparaissaient à nouveau dans les tunnels. C'était comme s'ils pouvaient nager sous terre. Ils étaient imbattables. La deuxième chose, c'est qu'ils avaient un approvisionnement illimité en armes. Et là, tu te dis, attends une minute, ces paysans n'ont pas d'armes, et la réponse, c'est qu'ils obtenaient ces armes de leurs ennemis. Donc, la première chose, c'est que ces soldats américains, étaient dans la jungle et transportaient des sacs à dos remplis de munitions. Et parfois, ils perdaient un combat ou ils s'enfuyaient dans la jungle. Parce qu'il est très difficile de porter ces sacs à dos de munitions. Ils laissaient tomber ces munitions et devine quoi? Tu es en train d'armer l'ennemi, non? Parce que ces paysans ramassaient ces munitions et les utilisaient eux-mêmes. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les États-Unis ont largué plus de bombes sur le Vietnam que pendant toute la Seconde Guerre mondiale réunie. Plus de bombes ont été larguées au Vietnam que pendant toute la Seconde Guerre mondiale réunie. Est-ce que ça a du sens? Et environ 20% de ces bombes n'ont pas explosé. Et si elles n'explosaient pas, l'ennemi pouvait les ramasser et les transformer en mines terrestres. Et ce sont ces mines terrestres qui tuaient plus d'Américains que tout le reste. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que l'armée sud-vietnamienne était extrêmement corrompue. Donc, ils prenaient ces armes américaines et les vendaient aux rebelles. Alors, la question est donc, si vous ne pouvez pas vraiment voir cet ennemi, qu'il est partout, qu'il peut se déplacer sous terre et que vous l'approvisionnez vous-même, peu importe combien d'armes vous pouvez amener dans ce pays, comment allez-vous gagner cette guerre? L'autre chose, c'est que ces paysans commençaient à se fâcher contre vous, parce qu'évidemment, dans cette guerre, vous tuez beaucoup d'innocents, n'est-ce pas, qui se trouvent être leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, leurs parents, d'accord? Ainsi, à mesure que cette guerre s'éternisait, les Vietnamiens devenaient de plus en plus amers et en colère. Donc, il n'y a aucun moyen pour vous de gagner cette guerre. D'accord, ça, c'est un document du Pentagone. Deuxième chose, la troisième chose, d'accord. La question est donc si ces présidents américains, ces dirigeants américains, savent pertinemment que cette guerre ne peut pas être gagnée. Pourquoi menaient-ils cette guerre? Pourquoi continueraient-ils à mener cette guerre? Et la réponse, malheureusement, c'est la crédibilité. D'accord? On ne veut pas perdre la face, les gars. D'accord? Nous ne voulons pas perdre la face. Si nous nous retirons du Vietnam, si nous admettons que des paysans en pyjama peuvent nous battre, l'Union soviétique se moquera de nous. La Chine se moquerait de nous. Le monde entier se moquerait de nous. On ne se moquera pas de nous. Voilà pourquoi nous restons engagés dans cette guerre. D'accord? Pour résumer ce que disaient les Pentagon Papers, d'accord? 3 choses. L'une des accusations est que le gouvernement américain a menti au peuple et a transformé cela en une guerre majeure. C'est la première chose à faire. Deuxièmement, il est absolument impossible que l'Amérique gagne cette guerre. Bon, troisièmement, l'Amérique n'est dans cette guerre que pour éviter de perdre la face. C'est ça. Il n'y avait pas de but stratégique. Cette guerre n'avait aucun but stratégique. On voulait juste ne pas perdre la face, ne pas être ridiculisé. C'est tout. D'accord? Donc, évidemment, quand les Pentagon Papers ont été rendus publics, tout le monde était en colère. D'accord. Et la colère était si immense que l'Amérique n'a finalement pas eu d'autre choix que de se retirer de la guerre. Ainsi, le Pentagone s'est senti trahi par la démocratie. Les politiciens étaient plus préoccupés par le fait de gagner des élections que de gagner des guerres. D'accord? Les gens pouvaient protester librement et défier l'armée. Ils refusaient de faire les sacrifices nécessaires pour gagner cette guerre. Et les médias avaient la possibilité d'insulter librement l'armée.
Donc, beaucoup de militaires pensaient que, écoutez, si nous voulons maintenir l'Empire, il faut séparer l'Empire de la démocratie. D'accord? L'Empire et la démocratie ne font pas bon ménage. Si nous voulons gagner une guerre, notre plus grand ennemi n'est pas l'ennemi, mais la démocratie en Amérique. Et c'est pour ça qu'il y a le choc et l'effroi, n'est-ce pas? Parce que tout l'objectif du choc et de l'effroi est de minimiser les pertes humaines. Et s'il y a des victimes, on ne peut pas les voir parce qu'elles sont toutes pulvérisées, n'est-ce pas? Et c'est rapide, donc il est impossible pour les gens de commencer à se mettre en colère, d'accord? Le choc et l'effroi signifient que l'Amérique n'a plus à faire de sacrifices. Vous n'avez même plus besoin du consentement du peuple pour faire la guerre. Vous n'avez même pas besoin de l'approbation du Congrès pour faire la guerre. Vous pouvez désormais vous affranchir des chaînes de la démocratie afin de faire ce qu'il faut pour protéger l'Empire américain. D'accord? Est-ce que ça a du sens? Donc, le choc et l'effroi étaient vraiment une réponse à la guerre du Vietnam. Et ce que signifie le choc et l'effroi, c'est que l'Empire n'est plus entravé par la démocratie. Les forces spéciales peuvent aller faire ce qu'elles doivent sans aucun contrôle ni consentement du peuple. D'accord? Vous comprenez, les gars? D'accord. Donc, ceci est un choc et l'effroi est vraiment une peur de l'Empire. Ce que l'Amérique doit faire pour maintenir son empire à travers le monde. Des questions avant que je continue à ce sujet? D'accord? Donc, Suning a posé une excellente question, à savoir, d'accord, j'avance l'argument que le choc et l'effroi ne fonctionnent qu'en Irak, n'est-ce pas? Et que se passerait-il dans d'autres guerres? D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir sur l'Amérique ces 20 dernières années, c'est qu'elle a principalement mené des guerres au Moyen-Orient. Et il se trouve que tout le Moyen-Orient est un désert, d'accord? Donc, la politique du choc et de l'effroi a eu un immense succès en Irak. Et puis en Libye, d'accord? Parce que l'Amérique a renversé Kadhafi en Libye. Et elle a aussi eu un certain succès en Syrie également. Donc, du point de vue de l'Amérique, nous ne faisons vraiment la guerre que dans le désert. La politique du choc et de l'effroi fonctionne, d'accord? Mais lors de notre prochain cours, nous parlerons de l'Iran. Et l'Iran n'est pas un désert, ce sont des montagnes. Et je vais vous montrer que la politique du choc et de l'effroi ne fonctionnera pas en Iran. D'accord, mais ça c'est pour le prochain cours. Est-ce que c'est clair? Très bien, d'autres questions? Oui, je suis entièrement d'accord avec vous sur ce point, et je partage votre avis car ce que vous dites est tout à fait juste. D'accord. Donc Jack soulève un excellent point, à savoir, d'accord, oui, mais la plupart des gens diraient que l'Amérique a perdu la guerre en Irak à cause de l'insurrection, n'est-ce pas? D'accord, donc c'est un très bon point, d'accord? On peut avancer l'argument que l'Amérique, depuis 20 ans, a perdu toutes les guerres en Irak et en Afghanistan parce qu'elle n'a pas réussi à contrôler l'insurrection, d'accord? Mais le problème avec cela, c'est que la stratégie du choc et de l'effroi n'est pas conçue pour stabiliser les pays. Le choc et l'effroi sont faits pour renverser et détruire des pays. Vous comprenez? On peut donc avancer l'argument que la véritable intention du choc et de l'effroi est de s'assurer qu'aucune puissance au Moyen-Orient ne puisse émerger pour défier la suprématie américaine. D'accord? Donc, oui, en Irak, les insurgés ont finalement gagné, mais l'Irak est-il un État fonctionnel? Et la réponse est non, n'est-ce pas? La Libye est-elle un État fonctionnel? Non. Il y a encore une guerre civile en Syrie. Donc, c'est un excellent point, d'accord? Et cela revient à quelle est la véritable intention et le but ultime de l'Empire? Est-ce de remplacer des régimes ou de détruire des pays? Et on peut avancer l'argument que le choc et l'effroi sont vraiment conçus pour détruire des pays et non pour remplacer des régimes. D'accord? Est-ce que cela a du sens? D'accord. Maintenant, ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'une des théories concernant l'invasion de l'Irak était d'apporter la démocratie dans le pays.
Mais le problème avec cela, c'est que dès le début, ils ont tout fait de travers. D'accord? Donc, premièrement, ils n'avaient vraiment pas assez de soldats pour maintenir la paix, n'est-ce pas, dans le pays, donc il y a eu beaucoup de pillages. Donc, tout le pays s'est effondré. Deuxièmement, pendant la campagne aérienne, l'Amérique a détruit toutes les infrastructures nécessaires à la société. D'accord? Donc, y compris l'approvisionnement en eau, y compris le réseau électrique. Pourquoi feriez-vous cela si votre intention était d'apporter la démocratie dans le pays, n'est-ce pas? La troisième chose, c'est que la toute première chose que le gouvernement américain a faite lorsqu'il a pris le contrôle de l'Irak, c'est quelque chose qu'on appelle la démarcation. D'accord? Ce qui veut dire que si vous travaillez pour l'ancien gouvernement, vous êtes maintenant sans emploi. Et l'armée irakienne, vous êtes maintenant dissoute. Et alors, la question est la suivante. Si votre objectif ultime est d'apporter la démocratie dans le pays, pourquoi détruire toute l'infrastructure politique du pays? Pourquoi détruire la capacité du pays à se gouverner lui-même ainsi qu'à maintenir l'ordre, ainsi que de nourrir la population? Pourquoi feriez-vous cela? On peut donc avancer l'argument que la véritable intention n'était pas d'apporter la démocratie en Irak, mais simplement de détruire l'Irak afin de maintenir la suprématie américaine et donner une leçon aux autres. Ne nous cherchez pas, sinon on vous détruira. Mais c'est un sujet que nous aborderons plus tard dans un autre cours. Très bien, passons maintenant au dernier sujet, qui est la théorie de l'Empire. Donc, ce n'est pas la première théorie de l'Empire que l'Amérique a eue, c'est en fait la deuxième théorie de l'Empire. La première théorie de l'Empire remonte à 1991. Rappelez-vous qu'en 1991, l'Amérique a lancé une attaque contre Saddam Hussein parce que Saddam Hussein avait envahi le Koweït. Donc, à cette époque, en 1991, l'Union soviétique s'était effondrée. L'Amérique était l'unique hégémon, la seule puissance, et elle a présenté une nouvelle théorie de l'Empire. Comment l'Amérique dominera le monde? La première idée est donc stratégiquement limitée, des buts ou des objectifs. D'accord? Donc, par exemple, en 2003, lorsque l'Amérique a envahi l'Irak, ses objectifs stratégiques étaient pratiquement irréalisables. D'accord? En gros, c'était du genre, on va apporter la démocratie et la paix à l'Irak et au Moyen-Orient. D'accord? Alors que lors de la guerre du Golfe, menée par le père, George Herbert Walker Bush, le premier et unique objectif était de chasser Saddam Hussein du Koweït. C'est tout. Nous n'allons pas aller en Irak pour renverser Saddam Hussein. Nous n'allons pas infliger de punition à Saddam Hussein. Tout ce que nous voulons, c'est le retirer du Koweït. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'Amérique l'a fait avec une coalition de pays. Des dizaines d'autres pays faisaient partie de la guerre. Et l'Amérique a joué un rôle de premier plan, mais elle a aussi dû s'en remettre à ses partenaires. Ainsi, par exemple, des pays comme l'Arabie saoudite, qui ont participé à la guerre, disaient « Il est hors de question que nous renversions Saddam Hussein. Nous nous arrêterons uniquement au Koweït. » Donc, les États-Unis se sont pliés à la volonté de leurs partenaires. Et la troisième chose, et c'est la plus importante, c'est que le véritable chef de file était les Nations unies. Les États-Unis ont dû aller plaider leur cause auprès des Nations unies. Les Nations unies ont donné leur consentement à l'action militaire. Ainsi, les États-Unis ont fait valoir que ce n'était pas une action militaire américaine. C'est une action militaire de l'ONU. Une action militaire de l'ONU. Et donc, le principe important est de maintenir un ordre international fondé sur des règles. Donc, ce que l'Amérique a dit à ce moment-là, oui, je sais que nous sommes la plus grande puissance du monde. Je sais que l'Union soviétique s'est effondrée. Je sais que militairement, personne ne peut nous défier. Mais avec ce pouvoir vient une grande responsabilité. Nous devons faire preuve d'humilité. Nous devons faire preuve de discipline. Nous devons faire preuve de retenue. Notre priorité sera de maintenir un ordre international fondé sur des règles, car cela apportera la prospérité.
La liberté et la stabilité pour tous, d'accord. Et cela signifie que si nous utilisons la force militaire, ce sera uniquement parce que c'est le dernier recours, la dernière option, et seulement pour un objectif stratégique limité. Nous ne le ferons qu'avec des partenaires et uniquement sous l'égide de l'ONU, sous l'autorité de l'ONU. C'est donc la première théorie de l'Empire. Quand on y pense, waouh, génial, quel monde merveilleux, n'est-ce pas? Voici donc la question. Pourquoi l'Amérique ne fait-elle plus cela? Pourquoi est-elle passée au choc et à la stupeur? Le choc et la stupeur, c'est en gros des objectifs stratégiques illimités. Une action militaire unilatérale, n'est-ce pas? Nous, l'Amérique, allons le faire seul. Nous n'avons besoin de personne, d'accord? Et l'Amérique, c'est tout simplement de l'intimidation. C'est nous qui faisons les règles. Pourquoi l'Amérique a-t-elle fait cela? Pourquoi cette transition? De la première peur de l'Empire, qui est formidable, car elle permettrait à l'Amérique de dominer le monde pour toujours, à la deuxième peur de l'Empire, qui consiste à énerver le monde entier. Pourquoi? D'accord, c'est vraiment difficile à comprendre, d'accord? Mais utilisons une analogie, d'accord? Donc, Jack est mon fils, d'accord? Et je suis milliardaire. J'ai 10 milliards de dollars. Pourquoi ai-je 10 milliards de dollars? C'est parce que, premièrement, je suis intelligent. Je suis plus intelligent que tout le monde. Deuxièmement, je travaille très dur. Et troisièmement, je corromps beaucoup de politiciens. Donc, j'ai 10 milliards de dollars. Mais j'ai genre 95 ans et je sais que je vais mourir. Alors, j'invite Jack, qui est mon fils, à dîner. Et je dis à Jack, je t'aime et je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Je vais mourir très bientôt et tu hériteras de mon empire. D'accord? Et je veux que tu saches que tu n'as à t'inquiéter de rien, Jack. Parce que j'ai 100 conseillers qui contrôlent cet empire, qui gèrent cet empire. Et ils sont formidables. Ils sont expérimentés. Ils sont loyaux. Ils sont stratégiques. Chaque année, Jack, ils nous rapportent 10%, d'accord? Donc, sur 10 milliards de dollars, ils nous font gagner 1 milliard chaque année. Quand je ne serai plus là, ils continueront à gérer cet empire pour nous. Et tu sais quoi? Ils vont te donner, chaque année, Jack, 100 millions de dollars. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Tu veux acheter un avion? Fais-le. Tu veux acheter une île? Fais-le. Tu veux faire la fête avec des stars de cinéma? Fais-le. Tu peux faire tout ce que tu veux, d'accord? Alors, Jack, comme dernière volonté, comme mon dernier souhait avant de mourir, je veux que toi, Jack, mon fils, que j'aime, tu me promettes qu'après ma mort, tu écouteras mes 100 conseillers. D'accord? Alors, Jack, tu me le promets? Tu me le promets, n'est-ce pas? Et puis je meurs. Et ensuite, quelle est la première chose que Jack va faire? La toute première chose qu'il fera. Allez, les gars, ce n'est pas compliqué. La première chose que tu feras, d'accord, c'est de virer tout le monde. Sortez d'ici, d'accord? Quelle est la deuxième chose que tu feras? Tu vas embaucher tous tes amis. Jack, d'accord? Tu vas embaucher tous tes amis, d'accord? Et quelle est la troisième chose que tu vas faire? Tu vas faire quelque chose de vraiment stupide, d'accord? Tu vas te dire, tu sais quoi? Mon père n'a gagné que 10 milliards de dollars. Ses conseillers ne font que 10% par an. Je vais investir dans le Bitcoin. Je vais investir dans l'IA. Je vais investir dans le marché boursier chinois, dans l'immobilier chinois et gagner 100 milliards de dollars. D'accord? Et puis, il perd tout l'argent. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça arrive tout le temps, les gars. D'accord? Demandez-vous si votre père était riche et qu'il allait vous laisser beaucoup d'argent. Est-ce que vous écouteriez des professionnels? Non, vous diriez « Non, je veux m'amuser ». Alors, la question, c'est la première peur de l'Empire qui disait que pour que l'Amérique maintienne son empire, elle devait montrer au monde humilité, discipline et retenue.
Pourquoi ont-ils abandonné cela pour passer au choc et à la stupeur? Ce qui revient à dire « on fait tout ce qu'on veut ». Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi feraient-ils ça? Parce que c'est amusant. D'accord? Vous comprenez? Quel est l'intérêt d'avoir un empire si on ne peut pas tout faire exploser sans raison? Ça n'a aucun sens. Nous avons la plus grande armée du monde. Faisons juste exploser des trucs, sans aucune raison, d'accord? Ça va? Alors, il y a 3 problèmes fondamentaux avec la stratégie du choc et de la stupeur. D'accord? Le premier problème, c'est que vous vous retrouvez surengagé. Vous comprenez? Vous croyez que le choc et la stupeur vous permettent de jouer à Dieu. Vous pouvez être partout à la fois, mener toutes les guerres. D'accord? Vous êtes surengagé. Le deuxième problème, c'est que vous manquez de concentration stratégique. C'est-à-dire que, en réalité, vous n'avez pas de plan. Vous ne savez pas ce que vous voulez faire de cet empire. Vous savez, vous voulez juste maintenir cet empire, d'accord? Donc, en fait, vous n'avez pas de stratégie en place, d'accord? Et la troisième chose, c'est l'hubris. Vous pensez que personne ne peut vous défier. Vous pensez que vous ne pouvez pas perdre une guerre, d'accord? Et donc, l'idée de l'hubris, c'est ceci. En ce moment, l'Amérique possède ce vaste empire et elle refuse de consacrer les ressources nécessaires pour le protéger. Donc, par exemple, les États-Unis, la marine américaine, d'accord, en 1945, comptait 7600 navires. Aujourd'hui, devinez quoi, les gars? Il n'y en a plus que 475. Ces 475 navires doivent parcourir le monde entier pour protéger les routes maritimes. D'accord? Les États-Unis, l'armée américaine, en 1991, pendant la première guerre du Golfe, comptait 2 millions de soldats. Aujourd'hui, elle compte 1 300 000 soldats. D'accord? Donc, en d'autres termes, si l'Amérique doit un jour mener une guerre, une grande guerre, elle va avoir beaucoup de problèmes. L'autre chose, c'est que l'Amérique n'a même plus de capacité de production industrielle. D'accord? Elle n'a plus d'usine, ce qui signifie que si elle doit faire la guerre, elle ne pourra pas la mener très longtemps. Donc, l'exemple, c'est que pour chaque navire que l'Amérique construit, la Chine peut en construire 300. L'Amérique n'a plus cette capacité de production industrielle qu'elle avait pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, en d'autres termes, pourquoi l'armée accepterait-elle cette guerre stupide en Iran? Parce qu'elle est surmenée, qu'elle n'a pas de stratégie et parce qu'elle est arrogante. L'armée est comme ça à cause de ce qui s'est passé en 2003, le choc et l'effroi. Ça n'a pas de sens pour vous, d'accord? Donc, au prochain cours, nous verrons à quoi ressemblera la guerre en Iran. Et je vous garantis que le choc et l'effroi ne fonctionneront pas en Iran. D'accord? Mais j'expliquerai pourquoi au prochain cours. Des questions avant que nous terminions pour aujourd'hui? Ah, donc Céline a posé une excellente question. Quelle est la différence entre les personnes qui croient à la première théorie et celles qui croient à la deuxième? D'accord? D'accord. Et la réponse est la suivante. Les personnes qui croient à la première théorie viennent d'une génération plus ancienne. C'est la génération qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a mené la guerre froide. Donc, ils comprennent à quoi ressemble la guerre. La guerre est vraiment sanglante et terrible, et nous devons faire de notre mieux pour l'éviter. La deuxième génération, celle de 2003, ce sont des individus qui ne savent pas ce qu'est la guerre, d'accord? Si vous regardez vraiment des vidéos de 2003, la guerre ressemble en fait à un jeu vidéo. Vous comprenez? On ne voit pas vraiment ce qu'ils ont vu au Vietnam, c'est-à-dire tous ces soldats qui perdaient leurs bras et pleuraient, d'accord? Je veux dire, les images du Vietnam étaient tout simplement terribles. C'était difficile à regarder pour les gens, mais la guerre du Golfe en 2003, c'était juste un jeu vidéo. C'était juste des explosions, d'accord? On voyait vraiment les gens mourir. Et encore, seulement 20 personnes sont mortes. 20 soldats sont morts aux États-Unis en 2003, d'accord? Donc,
En d'autres termes, malheureusement, l'Amérique se dirige vers la catastrophe. D'accord, parce que les personnes au pouvoir n'ont aucune expérience, ils ne savent pas ce qu'est la guerre.